Pendant 23 ans, j'ai cuisiné, fait le ménage et je me suis tenu à l'écart de chaque photo de famille. Quand ma grand-mère est décédée, ma mère a essayé de me laisser dans le couloir pendant la lecture du testament, jusqu'à ce que l'avocat dise « non ». Elle reste. Ensuite, il a lu une lettre qui a fait blêmir le visage de mon père. J'ai failli attendre dans le couloir. 23 ans de conditionnement ont presque tout coûté. Et le plus effrayant, c'est à quel point j'étais proche de le faire. À quel point j'avais effectivement reculé. Avait effectivement senti mon corps entamé sa retraite habituelle. Avait effectivement commencé à préparer mentalement la version de moi-même qui attend tranquillement en dehors des pièces où se déroulent les choses importantes. La main de ma mère était sur la porte. Son sourire était doux, celui qu'elle pratique, celui qu'elle utilise en public. Quand elle doit gérer quelque chose sans que personne ne le remarque. Attends juste ici, Evelyne. C'est une affaire de famille. Affaire de famille. J'avais entendu ces deux mots à minuit, en récurrent des casseroles qui n'étaient pas les miennes. Je les avais entendus l'été où je n'étais pas allé au bal de promo, parce que quelqu'un devait être à la maison quand Ryan reviendrait du sien. Je les avais entendus l'année où ma bourse d'études est devenue le paiement du camion de Ryan. Expliqué avec la gentille raisonnabilité de personnes qui n'ont jamais remis en question si leur raisonnabilité était raisonnable. Affaire de famille, chez nous avait une signification spécifique, que personne n'avait jamais énoncée directement. Cela signifiait que vous serviez. Mais que vous n'héritiez pas. Mon pied se déplaçait déjà vers le couloir. 23 ans. De conformité entraînée, ce n'est pas une habitude. C'est un réflexe, aussi automatique et inexaminé qu'un clignement des yeux. Mon corps avait déjà accepté. Avant que mon esprit ne comprenne. Puis l'avocat a levé les yeux. C'était un petit homme, Monsieur Bellamy. Visage étroit, lunettes sans monture, la tranquillité particulière de quelqu'un qui a appris que le calme est plus puissant que le volume. Il a levé les yeux du dossier devant lui et m'a regardé spécifiquement, précisément comme s'il avait attendu ce moment exact et s'y était préparé. Non, dit-il, elle reste. Ma mère a ri. Son rire social, léger et musical. Celui conçu pour faire en sorte que la pièce soit d'accord avec elle, en faisant paraître le désaccord comme une chose petite et sans grâce. Je suis désolé, a dit Monsieur Bellamy. Votre mère était très précise. Il n'a pas scié. Evelyne. Reste dans cette pièce. Mon père a décroisé ses jambes. Ryan a posé son téléphone face contre table, ce qui me fit comprendre qu'il prêtait réellement attention. Le visage de ma mère a fait cette chose qu'il fait lorsque la performance glisse. L'irritation papillonnant sous la surface. Comme une lumière derrière un rideau. Puis la panique, puis la chaleur pratiquée. Reprenant sa place. Je me suis assise directement en face de Monsieur Bellamy. Personne ne m'a fait de place. Je ne leur ai pas demandé. Il a ouvert le dossier. Il a sorti une enveloppe scellée. L'écriture de ma grand-mère était sur le devant. 7. Écriture cursive familière et soignée, à l'encre bleue, légèrement compressée. Comme son écriture devenait quand elle était délibérée. Lire à voix haute. Tout. Il a brisé le sceau et ma grand-mère, morte 6 jours auparavant, est revenue dans la pièce. Je dois vous dire ce que j'étais avant de vous dire ce que je suis devenu, parce que la distance entre ces deux choses est toute l'histoire. Je m'appelle Evelyne Hart. J'ai 31 ans et jusqu'à 6 jours avant cette lecture, j'étais la personne la plus efficacement invisible de ma propre famille. J'ai grandi dans une maison de 4 chambres à Fairfield, Connecticut, le genre de maison avec de bonnes fondations et de meilleures apparences, une pelouse bien entretenue, une couronne saisonnière sur la porte d'entrée, le genre de calme qui convient au quartier. Mon père, Thomas Hart, a passé 30 ans en tant que directeur d'agence à la Northeast Community Bank. Ma mère, Linda, gérait le ménage avec l'efficacité organisée de quelqu'un qui a décidé que la
Gestion est plus importante que l'amour, et s'est convaincu que c'était la même chose. Mon frère Ryan a 34 ans. Il est la raison pour laquelle la maison avait 4 chambres au lieu de 3. Je ne veux pas dire cela littéralement. Je veux dire que la maison existait dans la logique interne de la famille pour contenir et soutenir Ryan. Le reste d'entre nous était l'infrastructure. Ryan était l'enfant prodige, de cette manière spécifique et cristallisée des garçons à qui on dit tôt et souvent qu'ils sont exceptionnels, et qui, par conséquent, ne développent jamais la musculature émotionnelle qui vient du fait d'être mis au défi. Il était beau, d'une manière confortable et non menaçante. Il était charmant. Comme un golden retriever est charmant. Tout en enthousiasme facile et sans réel effort. Il obtenait des notes médiocres que mon père décrivait comme « solides ». Et a joué 2 ans de soccer en équipe junior que ma mère a beaucoup photographié. Quand il a raté son permis de conduire 2 fois, mon père a appelé cela « bâtir le caractère ». Quand j'ai raté un quiz en maths en 8e année, il y a eu une réunion de famille sur mes habitudes d'études. J'ai préparé le dîner 3 soirs par semaine, à partir de mes 11 ans, parce que maman disait que ça m'apprendrait la responsabilité. Ryan a appris la responsabilité en recevant une moto tout-terrain à 13 ans. J'ai nettoyé la chambre de Ryan parce qu'il traversait une phase. La phase a duré jusqu'à ce qu'il déménage à 22 ans. J'ai plié le linge de Ryan. Parce que c'était plus simple. J'ai passé ses chaussettes, au micro-ondes pendant exactement 15 secondes avant de les lui apporter, car 14 secondes les laissaient froides et 16 les rendaient trop chaudes. Et je le savais parce que j'avais été corrigé suffisamment de fois pour avoir appris la physique précise de la température des chaussettes. Je tiens à être clair. Je ne décris pas des abus dramatiques. Il n'y a eu ni cri, ni violence, ni confrontation dramatique à signaler. Ce que je décris est quelque chose de plus silencieux et, d'une certaine manière, plus difficile à nommer. Le message lent, constant, structurel, que j'étais utile mais pas importante, que j'étais une fonction, pas une personne, que la photo de famille était pour la famille, et que je pouvais me tenir juste en dehors du cadre. Parce que quelqu'un devait tenir l'appareil. J'ai manqué le bal de promo. J'ai manqué 2 dîners d'anniversaire où personne n'a mis ma place à table. Jusqu'à ce que je le signale. J'ai vu mon fonds universitaire, 14 000 $. Que ma grand-mère avait spécifiquement désigné pour mon éducation. Spécifiquement avec mon nom, devenir la compte du camion de Ryan, expliqué. Comme une nécessité familiale. Avec l'implication que poser des questions à ce sujet rendrait les choses plus difficiles pour tout le monde. Ma grand-mère, Elena Hart, la mère de papa, la seule personne de cette famille qui m'ait jamais regardé comme si j'étais le centre, plutôt que la périphérie, a tout vu. Je ne savais pas alors ce qu'elle faisait avec ce qu'elle voyait. Je le sais maintenant. Grand-mère Elena est décédée un mardi de mars à l'âge de 82 ans, chez elle, dans son propre lit, ce qui était exactement son intention. Elle avait un ordre de non-réanimation déposé auprès de son médecin, le docteur Marcus Webb de Fairfield County General, avait réglé ses affaires avec son avocat, et avait apparemment, je l'apprendrai, construit quelque chose en arrière-plan au cours de la dernière décennie, dont aucun de nous, sauf une personne, n'avait la moindre idée de l'existence. Elle avait laissé des instructions concernant la lecture du testament. Des instructions spécifiques communiquées à M. Bellamy, George Bellamy, un procureur d'État, 28 ans de pratique, dont le bureau se trouvait dans un bâtiment en briques rouges sur Post Road, avec un parking qui n'avait jamais assez de place. Tous les membres de la famille devaient être présents, y compris Evelyne, surtout Evelyne. Ma mère l'a découvert lorsqu'elle a appelé le bureau de M. Bellamy, 3 jours avant la lecture, vraisemblablement pour organiser la logistique comme elle organisait tout, c'est-à-dire pour les arranger dans une configuration qui servait son résultat préféré.
J'ai découvert qu'elle avait passé cet appel parce que M. Bellamy m'a appelé directement après. Mademoiselle Hart, a-t-il dit d'un ton mesuré et prudent, celui d'un homme qui choisit ses mots avec précision. Je veux m'assurer que vous comptez assister à la lecture de vendredi. Oui. Ai-je dit. Bien sûr. Une pause. Bien, dit-il. S'il vous plaît. Venez, quelles que soient les informations que vous pourriez entendre d'ici là. Concernant le calendrier ou la présence. Votre grand-mère était très spécifique. Quant à votre présence. Je me souviens être resté dans ma cuisine après qu'il ait raccroché, tenant mon téléphone, ressentant ce malaise particulier d'une information qui n'a pas encore tout son sens, mais qui a du poids. Ma grand-mère avait dit à son avocat de s'assurer que je vienne. Pourquoi aurait-elle eu besoin de faire ça? J'y ai réfléchi pendant 2 jours, les retourné sous différents angles, et n'ai pas pu le résoudre. Je me suis dit que ce n'était probablement rien, probablement juste de la minutie. Grand-mère était minutieuse à propos de tout. Probablement qu'elle m'avait laissé quelque chose de sentimental, un bijou, le bol en céramique bleue que j'avais toujours aimé, et qu'elle voulait s'assurer que je sois là pour le recevoir. Je me suis presque convaincu. Puis je suis arrivé au bureau de Bellamy à 10 h le vendredi, et j'ai trouvé ma mère qui m'attendait sur le parking. Oh, Evelyne. Sa voix portait cette chaleur particulière qui m'a toujours fait dresser les poils sur le bras. Tu n'avais pas besoin de faire tout ce chemin. Nous pouvons nous en occuper. Pour toi. La succession n'est pas compliquée. Monsieur Bellamy m'a appelé. Spécifiquement, ai-je dit. Les avocats sont si formels. Elle a écarté l'idée d'un geste de la main. Ce n'est que procédural. Affaire de famille, ma chérie. Pourquoi ne pas attendre à la maison? Je t'appellerai quand nous aurons fini. Affaire de famille. Cette phrase. C'était ça. J'ai dit que j'attendrais à l'intérieur. Et je l'ai suivi dans le bâtiment. Et c'est là qu'elle a essayé le couloir. Et c'est là que M. Bellamy a dit, non, elle reste. Et la porte du reste de ma vie s'est ouverte. Il a lu la lettre d'une voix complètement, délibérément neutre. C'était le bon choix. Ma grand-mère l'avait écrite, et elle n'avait pas besoin de performance. Le poids était dans les mots, l'accumulation de détails, la précision. Spécifique, nommée, datée, d'une femme qui avait passé des années à observer, à écrire des choses, et à ne rien dire. Attendant le moment où la parole compterait. Elle a commencé par la chaise, le fauteuil du salon, à dossier au Bordeaux, le fauteuil de ma grand-mère quand elle visitait, dans lequel Evelyne n'avait pas le droit de s'asseoir, non pas à cause d'une règle énoncée, mais à cause de la façon dont Linda la regarderait si elle le faisait. Un regard si pratiqué, si efficace, que la chaise devint intouchable sans qu'un seul mot ne soit jamais dit à ce sujet. Elle nomma le dîner d'anniversaire. Le 4 mars, 14e anniversaire d'Evelyne. 6 couverts à table. Celui d'Evelyne n'en faisait pas partie. La famille mangea. Personne ne remarqua jusqu'à ce qu'Evelyne aille à la cuisine pour apporter un plat et ne revienne pas. Éléanor était allée la chercher et l'avait trouvée en train de manger debout au comptoir. Elle nomma le fonds universitaire, 14 000 $, désigné par Éléanor. Elle-même dans une carte d'anniversaire l'année des 16 ans d'Evelyne, par écrit. Avec son nom, pour l'éducation d'Evelyne, dépensée pour l'acompte du camion de Ryan 3 ans plus tard. Avec une conversation livrée à Evelyne sur les priorités familiales et comment Ryan en avait plus besoin et comment les filles mûrissent plus vite et donc elle irait bien. Elle nomma Thanksgiving, non pas un Thanksgiving, 4 d'entre eux, couvrant une décennie. Evelyne au fourneau. Pendant 6 heures, Linda à table, Thomas découpant la dinde, Ryan sur le canapé. Linda disant à un moment donné chaque année, d'une voix vive et approbatrice de quelqu'un qui fait un compliment, Evelyne n'est-elle pas juste si serviable?
Comme si être serviable était la seule chose qu'elle avait le droit d'être. Comme si être serviable était sa propre récompense. Monsieur Bellamy lut tout. Sans inflexion, sans faire de pause pour gérer la réaction de la pièce. Sans aucune conscience visible que le visage de ma mère avait pris la couleur du l'errance, ou que Ryan avait cessé de faire semblant de regarder son téléphone. Ou que les mains de mon père étaient très immobiles sur la table. Il a lu. Pendant 11 minutes. Je le sais parce que je regardais l'horloge au mur, comme j'avais regardé les horloges pendant 23 ans. L'habitude de quelqu'un qui a appris à suivre le temps, à savoir quand les choses se termineront, à avoir un compteur interne qui tourne même quand tout le reste est accablant. 11 minutes. Quand il a fini, la pièce était si silencieuse que j'entendais le système de ventilation du bâtiment. Ma mère a bougé la première, comme elle le fait toujours. Maman était très malade vers la fin, dit-elle. Sa voix était prudente, structurée, déployée comme un outil. Son esprit, dit Monsieur Bellamy, et sa voix avait changé. Toujours plate, mais avec quelque chose en dessous maintenant, quelque chose de définitif, était assez clair pour exécuter un document légal, témoigné par 3 parties, y compris son médecin personnel et 2 membres de ce cabinet. Le document avait été préparé sur une période de 8 mois. Il avait été révisé 4 fois. Il posa la lettre sur la table d'un geste léger et précis. Procédons à la succession. Ma mère ferma la bouche. La succession était plus importante que je ne le savais. Grand-mère Éléanore avait vécu modestement. Une petite maison à Milford, une voiture raisonnable, des vêtements simples, des bonbons au caramel de la pharmacie, les mêmes rideaux de cuisine pendant 20 ans. L'apparence de quelqu'un vivant avec prudence avec un revenu fixe. L'apparence. Elle avait travaillé pendant 35 ans comme comptable. D'abord pour une entreprise de fabrication à Bridgeport, puis pour 2 plus petites entreprises, dont elle avait survécu au propriétaire. Elle était douée avec les chiffres, de la manière dont les personnes calmes et précises sont douées. Pour les choses, sans ostentation, juste correctes, fiables, et toujours. Elle avait investi depuis ses 30 ans. De petites sommes, réinvestissant constamment les dividendes, dans des fonds indiciels à faible coût, avant que ce ne soit le langage que les gens utilisaient pour cela. Elle avait été, j'apprendrai des documents de la succession, ce que les planificateurs financiers appellent une composeuse lente et régulière. La succession, lorsque M. Bellamy l'a détaillée, s'élevait à 847 000 $. La maison à Milford, 310 000 $, remboursés. Compte de placement, 412 000 $. Épargne et chèque, 87 000 $. Les 38 000 $ restants étaient répartis dans des comptes désignés plus petits. L'expression de ma mère, alors qu'il lisait les chiffres, était celle de quelqu'un qui faisait de l'arithmétique et n'était pas satisfait des résultats. La distribution continue à M. Bellamy, tournant une nouvelle page, est la suivante. Il a lu les allocations. Ryan, 40 000 $ en reconnaissance de la relation familiale. La petitesse délibérée de cette somme était en soi un message. Thomas et Linda, les objets personnels de la maison, tels qu'inventoriés, qui n'étaient pas, comme ils le découvriraient sous peu, les objets auxquels ils s'attendaient, et puis la maison, les comptes d'investissement, et la majorité de l'épargne à Evelyn Marie Hart, bénéficiaire principale unique. Sous une seule condition. Veuillez récupérer le grand livre. Personne n'a bougé. Il y a un grand livre noir, continua M. Bellamy, lisant ses notes avec le même calme inaltérable qu'il avait maintenu tout au long. Rangé sous le bac à farine. Dans le garde-manger de la maison familiale. Votre grand-mère demande qu'il soit apporté à cette table avant que la succession ne soit finalisée. Ryan a regardé papa. Papa regarda maman. Maman regarda ses mains. Et je vis quelque chose que je
n'avait jamais vu en 31 ans à observer mon père. Thomas Hart, le gérant de banque aux tempes argentées, l'homme qui avait pénétré dans chaque pièce de mon enfance avec l'autorité incontestable de quelqu'un à qui on n'avait jamais demandé de rendre des comptes, a dégluti difficilement. La façon dont on avale quand quelque chose monte dans la gorge sans qu'on s'y attende. Il n'y a pas de grand livre, dit-il. Les mots sortirent mal, trop vite, trop prudent, trop mince, comme du papier qui a été plié trop de fois le long du même pli. Monsieur Bellamy retira ses lunettes, les posa sur la table, regarda mon père avec l'immobilité particulière d'un homme qui a déjà fini de décider de quelque chose. Monsieur Hart, dit-il doucement, votre mère tenait des registres très méticuleux. Le visage de mon père était devenu blanc, pas pâle. Blanc, le blanc spécifique. Exsangue d'un homme qui vient de se souvenir de quelque chose qu'il pensait avoir réussi à enterrer. Ma mère le regardait, pas Monsieur Bellamy, pas moi, mais Thomas, avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant et que je ne pouvais pas nommer immédiatement, car elle était trop brute pour le vocabulaire contrôlé du visage de Linda Hart. On dirait que tu m'as dit qu'il n'y avait rien à trouver, dit Ryan. Papa? Mon père ne dit rien. Le grand livre, dit Monsieur Bellamy, avec la précision patiente de quelqu'un qui a le temps et sait que c'est une condition de distribution. La succession ne peut être officiellement transférée tant qu'il n'est pas produit et que son contenu n'est pas reconnu par toutes les parties présentes. Reconnu comment? Demanda mon père. Lu. Compris. Et le cas échéant. Traité. Un silence s'installa dans la pièce. Je restai assise au milieu, et je ressentis quelque chose d'étrange. Pas de l'anxiété, pas le bourdonnement familier d'attendre d'être géré, ou traité, ou redirigé. Quelque chose de différent. Quelque chose d'immobile. Je pensais au garde-manger de la maison familiale. Étagère blanche, bocaux en verre que ma mère avait achetés sur catalogue et arrangés par ordre de taille décroissante. Le bac à farine, en céramique, avec un loquet sur le couvercle, sur la 3e étagère à partir du sol. J'avais tendu la main dans ce garde-manger 10 000 fois en 23 ans. Je n'avais jamais pensé à regarder sous le bac à farine. Ma grand-mère l'avait fait. J'y vais? Dis-je. Les fronts se tournèrent vers moi. À la maison, dis-je. Je vais chercher le grand livre. Tu ne sais pas. Où? Commença mon père. Monsieur Bellamy nous a dit où il est, dis-je. Sous le bac à farine. Je connais le garde-manger. Bien sûr, je connaissais le garde-manger. Je l'avais réapprovisionné plus de fois que je ne pouvais compter. Je l'avais organisé quand maman avait décidé de le réorganiser. J'avais nettoyé les étagères, remplacé les revêtements en papier, porté les récipients à l'évier pour les laver, les avais séchés, et les avais remis dans leur ordre décroissant arrangé. Je connaissais ce garde-manger mieux que n'importe quelle pièce que j'ai jamais eue qui était censée être la mienne. Je conduirai, dit Monsieur Bellamy, refermant le dossier. La maison familiale se trouvait à 20 minutes de route. Monsieur Bellamy avait une clé. Ma grand-mère la lui avait donnée, m'a-t-il dit dans la voiture, ainsi que des instructions écrites sur le grand livre et des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire si la famille tentait d'accéder à la maison entre son décès et la lecture du testament. Ont-ils essayé? Ai-je demandé. Il garda les yeux sur la route. Il y a eu 2 tentatives d'accès à la propriété dans les 4 jours suivant le décès de votre grand-mère. Les 2 ont été refusés. J'y ai réfléchi. 2 tentatives en 4 jours. Qui? Ai-je demandé, bien que je savais déjà. Votre père a passé un appel demandant la clé. Votre mère est venue au bureau en personne. En personne. Ma mère s'était rendue au bureau d'un avocat pour tenter d'entrer dans la maison d'une femme décédée, avant la lecture du testament. Pour faire quoi? Pour récupérer le grand livre.
pour l'obtenir avant que quiconque ne sache qu'il existait. La question qui s'installa en moi sur le siège passager de la voiture de Monsieur Bellamy. La question que je ruminais pendant le reste du trajet n'était pas ce qu'il y avait dans le grand livre. C'était évident. Les dossiers de grand-mère, comme la lettre, détaillée, spécifiquée. Accablant. La question était, qu'est-ce que mon père avait fait qui nécessitait un registre? Je pensais au fonds universitaire, 14 000 $, disparu dans le camion de Ryan. Je pensais à des choses plus petites. Un chèque d'anniversaire de grand-mère que je n'avais jamais reçu. On m'avait dit plus tard qu'il avait été déposé pour des raisons de sécurité. Un travail d'été que j'avais eu à 16 ans. Où ma mère m'avait demandé de déposer mes chèques de paie sur le compte familial, juste temporairement, jusqu'à ce que j'aie mon propre compte, ce qui n'arriva jamais. De petites sommes, des réorientations de routine, le genre de choses qui, prises individuellement à chaque fois, semblaient être un problème logistique plutôt qu'un schéma. Le genre de choses qui, additionnées au fil des ans dans un grand livre, écrite de la main soignée de ma grand-mère, auraient exactement l'air de ce qu'elles étaient. Le garde-manger était exactement là où je l'avais laissé. Le bac à farine était sur la 3e étagère, en céramique, blanc avec un rebord peint en bleu. Je l'ai soulevé, plus lourd que prévu, et l'ai posé sur le comptoir. En dessous se trouvait un cahier noir, le genre que l'on peut acheter dans n'importe quel magasin de fourniture de bureau, fermé par un élastique. Je l'ai pris. Il avait un certain poids. Je l'ai tendu à Monsieur Bellamy. Il le tint à 2 mains, ne l'ouvrit pas, et hocha la tête une fois. Nous sommes rentrés. La pièce était exactement comme nous l'avions laissée, sauf que tout le monde avait vieilli d'environ 10 ans. Ma mère était assise très droite. Ryan regardait la table. Mon père avait les mains à plat sur la surface devant lui, immobile. Dans la posture d'un homme qui se retient par un effort conscient. Monsieur Bellamy posa le grand livre sur la table. Personne ne l'a saisi. Il l'a ouvert lui-même. Ma grand-mère avait été comptable pendant 35 ans. Le grand livre le reflétait. Il était daté, organisé, catégorisé et référencé. Un document qui tiendrait dans n'importe quel contexte où la rigueur est requise, c'est-à-dire n'importe quel contexte légal, ce que je crois qu'elle avait parfaitement compris. La première section, financière, détaillait, datait et sourçait chaque réorientation d'argent qui m'était destinée, qui avait été détournée ailleurs. Le fonds universitaire, le plus gros poste, 14 000 $, en décembre de ma dernière année de lycée, pour le camion de Ryan. Mais pas seulement, des chèques d'anniversaire de grand-mère, 11 d'entre eux sur 11 ans, allant de 2 cents à 500 $. Chacun accompagné d'une note sur ce qu'elle avait écrit dans la carte et ce qu'elle avait appris plus tard être réellement arrivé à l'argent. Un travail d'été, 2 étés, chèque de paie déposé sur le compte familial et jamais transféré. L'argent de Noël 2 fois. Total approximativement 207 400 $ sur 15 ans. Les mains de mon père sur la table commencèrent à trembler, juste légèrement. Juste assez pour être visible. C'est, commença-t-il. Documenté, dit M. Bellamy. Il ne leva pas les yeux du grand livre. Votre mère a obtenu des relevés bancaires par ses propres contacts bancaires. Elle était minutieuse. La deuxième section n'était pas financière. Elle était personnelle, un registre narratif chronologique d'incidents dont ma grand-mère avait été témoin ou qu'on lui avait raconté. Des incidents qu'elle avait observés lors de visites familiales et notés par la suite. Des incidents que je lui avais racontés, apparemment lors de conversations que j'avais eues avec elle autour d'un thé, où je pensais juste parler, juste digérer. Et elle avait écouté avec l'attention concentrée d'une femme recueillant des témoignages, le dîner d'anniversaire, le bal de promo, la chaise, la phrase de Thanksgiving sur Evelyn étant serviable répétée 4 ans.
De suite et des choses que je lui avais dites. Que je n'avais dites à personne. D'autres? Le moment où ma mère m'a dit, quand j'avais 19 ans et que j'avais été accepté dans une école de 4 ans à Boston, qu'il vaudrait peut-être mieux que je reste dans la région, parce que la famille avait besoin de moi ici. Je suis resté. Je suis allé au collège communautaire, puis j'ai été transféré, j'ai travaillé 2 emplois et j'ai payé mes études. Et pendant des années, je m'étais dit que c'était un choix raisonnable, un choix mature, un choix que j'avais fait. Elle l'avait écrit. La date, ce que je lui avais dit au téléphone, ce qui m'avait été offert et ce qu'on m'avait dissuadé de faire. Ryan a lu par-dessus la table. Il a dit doucement, je ne savais pas pour le fonds universitaire. Je sais, ai-je dit. Il m'a regardé. Grand-mère l'a noté, a dit M. Bellamy, non sans gentillesse. Il a trouvé la page. Elle écrit, Ryan ne sait rien du fonds d'Evelyn. Il n'est pas responsable de cette décision. Il bénéficie d'un système que ses parents maintiennent, mais les décisions étaient les leurs. Ryan se tenait la tête dans les mains. Mon père n'avait pas bougé. Ma mère dit, c'est une affaire de famille privée. Quoique maman est enregistrée, c'était son interprétation des événements et des interprétations, Madame Hart, monsieur. La voix de Bellamy n'avait pas changé de volume ni d'inflexion, mais quelque chose en elle l'arrêta. Les documents financiers ne sont pas des interprétations. Ce sont des transactions documentées. Votre mère les a recoupées avec des relevés bancaires, qui sont également dans ce dossier. Il brandit le dos du grand livre. Une pochette glissée à l'intérieur de la couverture arrière. Des relevés bancaires photocopiés, agrafés par ordre chronologique. Ma mère ne dit rien. La succession, dit M. Bellamy, refermant le grand livre, se distribue comme suit. À Evelyn Marie Hart, la maison, les comptes d'investissement, et les économies principales, totalisant environ 89 000 $. De plus, votre grand-mère a demandé, non pas exigé, demandé, que les irrégularités financières documentées dans ce grand livre soient traitées par vos parents directement avec vous. Elle laisse la forme de cette adresse à votre discrétion. Il me regarda. Elle a compris que vous pourriez ne pas le vouloir. Elle a écrit, Evelyn n'est pas obligée de poursuivre quoi que ce soit. Elle a gagné la paix, mais elle mérite de savoir ce qui a été pris, et il mérite de savoir qu'elle sait. La pièce était très silencieuse. Je dois également vous informer, M. Bellamy, dit-il, en retirant à nouveau ses lunettes et en les posant sur la table, que j'ai déjà transmis une copie de la documentation financière contenue dans ce registre à une de mes collègues, Patricia Owens, une experte comptable judiciaire, qui a examiné les photocopies des relevés bancaires. Elle a confirmé que les écarts sont compatibles avec une malversation. J'ai également, sur instruction spécifique de votre grand-mère, partagé cette documentation avec la détective Karen Mills, de l'unité des crimes financiers du comté de Fairfield. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres jetées dans de l'eau calme. Détective, crime financier. Les mains de mon père cessèrent de trembler. Elles devinrent complètement immobiles. C'est, continua M. Bellamy, une mesure de précaution prise à la demande de votre grand-mère pour s'assurer que la documentation était correctement conservée. Quelle que soit l'issue de cette réunion. Que les forces de l'ordre poursuivent ou non dépend de facteurs échappant à mon contrôle, mais le dossier existe. Mon père me regarda pour la première fois en 31 ans. Thomas Hart, le directeur de banque à Tampa. Argenté, l'homme à la voix autoritaire, Thomas Hart, me regarda avec quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots à l'époque, et que j'ai depuis identifié. Comme l'expression d'un homme qui a été complètement vu. Evelyn, dit-il. Sa voix sortit de la mauvaise taille, trop petite, trop incertaine.
La voix d'un homme qui a perdu ce qui le rendait grand. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. La détective Karen Mills, de l'unité des crimes financiers du comté de Fairfield, avait 17 ans d'ancienneté, dont 9 à la division financière. Elle m'a appelé 4 jours après la lecture du testament. Sa voix était directe, efficace et dépourvue de cette chaleur particulière parfois utilisée pour tempérer les attentes des gens. Mademoiselle Hart, dit-elle, j'ai examiné la documentation transmise par Monsieur Bellamy. J'aimerais organiser une réunion. Nous nous sommes rencontrés à son bureau le mardi suivant. La documentation que ma grand-mère avait réunie était, m'a dit la détective Mills, exceptionnellement bien organisée. Elle a dit cela avec l'appréciation sèche de quelqu'un qui travaille habituellement avec des preuves beaucoup plus désordonnées. Les relevés bancaires recoupés avec les entrées du grand livre lui donnaient une image financière claire. Le fonds universitaire est l'élément le plus clair, a-t-elle dit. Il vous était destiné par écrit par la donatrice, votre grand-mère, et réorienté sans votre consentement vers un autre bénéficiaire. C'est documentable. Les chèques de PDT sont plus délicats, car vous avez techniquement autorisé les dépôts à l'époque, même si c'était sous pression. L'argent d'anniversaire nécessite une corroboration. Que se passe-t-il ensuite? Ai-je demandé. Elle m'a regardé par-dessus son bureau avec l'expression de quelqu'un qui allait donner une vraie réponse, plutôt qu'une réponse gérée. Cela dépend en partie de ce que vous voulez, a-t-elle dit. La position de votre père à la banque complique les choses, non pas parce qu'elle le protège, mais parce que les enquêtes sur les crimes financiers impliquant des personnes dans des institutions financières ont tendance à progresser avec prudence. Je peux vous dire que je vais de l'avant quoi qu'il arrive. Mais si vous demandez s'il sera inculpé, c'est la décision du procureur, pas la mienne. Thomas Hart a démissionné de la Northeast Community Bank 11 jours après la lecture du testament. La déclaration officielle de la banque citait des raisons personnelles. La version officieuse, que j'ai entendue d'une voisine qui connaissait quelqu'un aux ressources humaines, et que je n'ai ni confirmé ni nié, était qu'il avait démissionné après avoir été informé qu'une enquête avait été ouverte. Et que son employeur avait été informé d'une potentielle faute financière. 30 ans dans cette banque, parti en 11 jours. Il n'a pas été poursuivi au pénal. Au final, Patricia Owens, l'expert comptable judiciaire, a conclu que, bien que la malversation soit documentable, les montants et la complexité des poursuites rendaient le recouvrement civil plus viable. Mon avocate, j'en avais engagé une. Margaret Shaw de Shaw & Associates, 15 ans d'expérience en droit des successions et contentieux civil, a envoyé à mes parents une demande formelle de $27 400, documentée et détaillée du grand livre. Ils se sont arrangés en 6 semaines, pour $27 400. 30 ans à gérer les apparences d'une famille, et il s'est avéré que le prix courant pour mon travail, mon avenir, mon fonds universitaire et mes chaussettes passées au micro-ondes pendant exactement 15 secondes était de $27 400. Margaret Shaw m'a dit que c'était un bon résultat. Elle avait raison. Techniquement, j'ai encaissé le chèque et je n'ai pas ressenti ce que je pensais ressentir. Je veux vous parler de la maison. La maison de ma grand-mère à Milleforêt. Petite, 1400 pieds carrés, 3 chambres, une cuisine avec des rideaux jaunes. Qu'elle a choisi en 1987 et n'a jamais changé parce qu'elle les aimait. Il y a un porche arrière où nous buvions du thé, où je lui racontais des choses que je ne disais à personne d'autre, où elle écoutait apparemment avec l'attention concentrée et tranquille de quelqu'un qui prenait des notes qu'elle donnerait plus tard à un avocat. J'ai emménagé en mai. J'ai déménagé mon appartement en 2 voyages, ce qui en dit long sur la façon dont j'avais vécu, et je me suis installé dans des pièces qui semblaient à la fois entièrement nouvelles et profondément familières. Le bol en céramique bleue que j'avais toujours aimé était dans l'armoire de la cuisine. Elle l'avait laissé là pour moi. Il y avait une note en dessous.
Je t'ai toujours vu. Tendre la main vers celui-ci. Dans la deuxième chambre, j'ai aménagé un bureau. Je travaille à distance. Maintenant. J'avais fait du travail administratif pour une société de gestion immobilière, ce qui rapportait assez, mais pas très bien. Et dans les mois qui ont suivi la lecture du testament, j'avais, avec la clarté particulière qui vient du fait de voir sa vie restructurée, commencé à planifier réellement ce que je voulais, au lieu de ce qui restait après que les besoins de tout le monde aient été satisfaits. Je suis retourné à l'école en septembre, inscrite au programme de comptabilité de la Southern Connecticut State, à temps partiel, en ligne, payé en espèces. Grâce au compte d'investissement que ma grand-mère avait passé 40 ans à constituer. Je pensais beaucoup à elle pendant ces premières semaines de cours. Au fait qu'elle avait été comptable pendant 35 ans, et qu'elle avait vu les chiffres comme un langage, comme un registre, comme une forme de vérité. Elle avait utilisé ce langage pour m'écrire une lettre que j'ai reçue après sa mort. Elle avait transformé sa compétence professionnelle en un acte d'amour si spécifique et si minutieux qu'il lui avait survécu. Ryan m'a appelé 2 fois le mois suivant la lecture. Il était différent au téléphone que ce à quoi je m'attendais. Pas exactement apologétique, car je pense que la machinerie de son privilège est trop ancrée pour qu'il puisse la démanteler complètement lors d'un appel téléphonique. Mais plus calme, plus attentif, il a dit lors du deuxième appel, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je sais, ai-je dit. Grand-mère l'a écrit. Une pause. Elle veillait sur toi, dit-il, même quand personne d'autre ne le faisait. Oui, ai-je dit. Elle le faisait. Mes parents et moi n'avons pas parlé depuis le règlement. Ma mère a envoyé un SMS en août. J'espère que tu vas bien. La famille est compliquée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone et je suis retourné au rideau jaune, au bol en céramique bleue et au porche où ma grand-mère s'asseyait avec moi et écoutait. La famille est compliquée. Ma mère a raison sur ce point, de la manière la plus limitée et la plus égoïste. La famille est compliquée. La famille est aussi parfois une femme assise à une table de cuisine pendant des décennies, observant, enregistrant et attendant, non pas la vengeance, mais le moment où la vérité pourrait importer. Quand elle pourrait être livrée dans une pièce pleine de gens qui ne s'étaient jamais attendus à rendre des comptes, et où elle pourrait réellement atterrir. Je me suis tenu en dehors des photos de famille pendant 23 ans. Ma grand-mère me regardait me tenir là. Elle l'a vu. Elle l'a documenté. Et puis, elle a remis à un avocat une enveloppe scellée, un cahier de composition et un ensemble de relevés bancaires. Et elle a dit, lisez ceci devant eux tous. Et l'avocat a levé les yeux et a dit, elle reste. Il y a une photographie. Sur mon bureau maintenant. Ma grand-mère et moi. Sur son porche arrière. En 2019. Je tiens une tasse de thé. Elle me regarde avec l'expression que je ne savais pas nommer quand elle était vivante et que je peux nommer maintenant sans difficulté. Elle me regarde comme si j'étais le point. Pas la périphérie. Pas celle qui aide. Pas celle qui tient l'appareil photo. Le point. Je la regarde. Les jours difficiles, quand la vieille voix refait surface. Celle qui dit, tu sers mais tu n'hérites pas. Celle qui a 17 ans de pratique et connaît tous mes points faibles. Je la regarde et je pense à une femme de 82 ans qui s'est assise dans le bureau d'un avocat 8 mois avant sa mort et a révisé ses documents pour la 4e fois, pour s'assurer qu'il était inattaquable. Elle ne m'a pas laissé l'argent parce qu'elle avait pitié de moi. Elle m'a tout laissé parce qu'elle avait observé pendant des décennies. Et elle avait conclu. Avec la certitude méthodique d'une femme qui avait passé 35 ans à faire en sorte que les chiffres disent la vérité, que je l'avais mérité. Non pas mérité comme on gagne quelque chose par le travail, même si Dieu sait que j'avais fait le travail. Mérité comme on gagne la confiance de quelqu'un,
en étant présent, en restant. En s'asseyant sur un porche et en buvant du thé, et en parlant honnêtement avec. Une vieille femme qui prenait des notes de tout son cœur, même quand on ne le savait pas. Mon père a perdu son emploi. Ma mère envoie des SMS. Je ne réponds pas. Ryan et moi parlons parfois. C'est étrange et prudent, et parfois réel, ce qui est probablement le mieux que cela puisse être. Le bac à farine est dans la cuisine de ma grand-mère maintenant. La mienne. Je ne l'ai pas déplacé. Je l'ai gardé sur la 3e étagère, en céramique avec un rebord peint en bleu, exactement là où il a toujours été. Je sais ce qu'il y a en dessous. Rien maintenant. Le grand livre est dans un coffre ignifuge dans mon bureau, avec le reste des documents de succession et la lettre que M. Bellamy a lu à voix haute dans cette salle de conférence. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir. J'ai juste besoin de savoir qu'il existe. Ma grand-mère a construit un registre de ma vie quand j'étais trop conditionné pour en construire un moi-même. C'est la chose à laquelle je reviens. La chose que je n'arrive pas tout à fait à dépasser. La chose à laquelle je pense dans la cuisine avec les rideaux jaunes et le bol en céramique bleue et la vapeur qui s'élève de mon thé. Elle m'a vu. Tout. Chaque dimanche, je me tenais en dehors du cadre. Chaque dîner d'anniversaire avec 5 couverts. Chaque chaussette passée au micro-ondes pendant exactement 15 secondes. Chaque avenir qui était tranquillement, raisonnablement, redirigé ailleurs. Elle l'a vu et elle l'a écrit et elle l'a gardé en sécurité pour moi jusqu'à ce que je sois prête à le recevoir. Je t'ai toujours vu tendre la main vers celui-ci. Elle m'a laissé plus que de l'argent. Elle m'a laissé la preuve que je valais la peine d'être vu, et qu'au final, c'était l'héritage qui comptait.